Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 2 décembre. Les militants gardois du Parti Socialiste appelés aux urnes, ils ont voté hier soir pour désigner leur candidat aux législatives. L'analyse du scrutin dans ce journal. Et puis la semaine du handicap se terminait aujourd'hui avec une journée consacrée à la place des handicapés à l'école. Dans l'académie de Montpellier, 8500 enfants handicapés sont actuellement scolarisés. Exemple dans un collège de Clapier, près de Montpellier. Enfin, handball avec un choc de Ligue des Champions à l'Arena pour le MAHB. Dimanche, le capitaine Nicolas Karabatic affrontera ses anciens coéquipiers du redoutable club allemand de Kiel. À suivre, évidemment, dès lundi dans l'émission de sport. Mais on commence ce journal par un coup de gueule, celui de 3 collectivités socialistes qui ne se quittent plus depuis la réconciliation au PS mardi. Cet après-midi, la région, le département de l'Hérault et l'agglo de Montpellier sont montés au créneau dans le dossier de l'aéroport de Montpellier. Ils sont prêts à en assumer ensemble la responsabilité et ils ne supportent plus l'immobilisme du gouvernement et de Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Je vous propose d'écouter le président de région et le président de Montpellier Agglomération au micro de Pierre-Paul Castelli. J'ai pris à témoin les 3 millions d'habitants de cette région au travers de vous en disant au président de la République qu'il agissait contre les intérêts de notre région et de Montpellier en particulier. Il a stoppé la décision qui consiste à vendre au privé cet aéroport. Il a dit je prendrai la décision après l'élection présidentielle. Regardons les choses en face. S'il n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer, il les repousse pour après l'élection. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne nouvelle ce qui nous attend pour l'aéroport. Parce que si c'était une bonne nouvelle, il annoncerait maintenant, ce qui est légitime. Je le comprendrai. Et donc, il nous attend une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que nous mettons la pression. Nous ne laissons pas tranquille Nicolas Sarkozy qui agit contre les intérêts de ce territoire. C'est une opposition dont je suis heureux de voir qu'elle est une première ligne, elle est traduite par une première ligne qui est constituée de la région, de l'agglomération et du département. Il faut effectivement affirmer cet aéroport. Ça passe par une prise de décision de l'État qui aille dans le sens de l'intérêt général le plus rapidement possible. Quant à la récupération de ces parts qu'il s'apprête à vendre au profit de la puissance publique incarnée par les collectivités locales. Politique toujours, les militants socialistes du Gard votaient hier en fin de journée pour désigner leurs candidats aux législatives qui auront lieu en juin 2012. Un scrutin organisé dans toute la France, sauf dans 3 départements, dont l'Hérault. Les adhérents PS du Gard se sont largement exprimés. Résultats, réactions et analyses, Franck Chassagnon. Ambiance studieuse ce matin à la fédération PS du Gard. Après le vote des militants hier soir, les membres du bureau étaient réunis pour valider le nom des candidats aux législatives 2012. Dans le contexte actuel, donc les élections législatives sont quand même très liées aux élections présidentielles. Donc je crois qu'il faut mener ces élections de pair, être engagé totalement derrière François Hollande dans cette présidentielle et en même temps défendre les spécificités locales au niveau des circonscriptions. Chacun devra apprécier les rapports de force locaux. Il y a des circonscriptions plus difficiles que d'autres. À commencer par Françoise Dumas, conseillère régionale. Elle a été propulsée sur la première circonscription. Le combat sera dur. Face à elle, un candidat de taille, le député sortant Nouveau Centre, Yvan Lachaud. Sur la deuxième circonscription, une autre femme, parité oblige, c'est Cathy Guyot, qui a été élue, moins connue. Elle devra défendre ses couleurs face à un autre député UMP sortant, le maire du Grau-du-Roi. L'adversaire est coriace. L'adversaire, c'est Étienne Mourru, donc il est coriace. Il n'y a aucune raison que nous ne battions pas un adversaire qui est là depuis longtemps, certes, qui a des réseaux, mais qui est le représentant sur la circonscription d'une politique qui est injuste nationalement, puisqu'il est le représentant de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement. Du côté des hommes, William Dumas a été largement réélu sur la 5e. Fabrice Verdier, vice-président à la région, sort en tête sur la 4e circonscription. J'ai le soutien de Damien Allary, Christian Bourquin. Je crois que il est important que cette circonscription soit représentée à tous les niveaux et je pense être en capacité d'être ce relais. Et puis j'incarne, je crois, une nouvelle génération qui a envie de faire de la politique différemment. C'est bien qu'il y ait enfin du neuf à gauche. Du sang neuf donc au Parti Socialiste gardois, pas si sûr, le jeune numéro 2 de la fédération Nicolas Cadenne devra quant à lui attendre son tour. Je n'ai même pas pu déposer ma candidature auprès des militants. J'ai la crainte qu'on ait instrumentalisé la parité et l'accord avec les Verts pour évincer certaines candidatures, puisque pour ma part, donc, les 2 circonscriptions où j'aurais pu être candidat sont soit féminisées, donc réservées à une femme, soit données aux Verts, donc je ne suis ni écolo ni une femme, donc je ne peux pas candidater.
J'ai envie de dire que certains devraient d'abord faire leur classe, être conseillers municipaux, affronter directement le suffrage universel direct. Moi je l'ai fait, j'ai été élu à plusieurs reprises dans ma commune. Donc je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes. La nouvelle 6e circonscription sera quant à elle réservée à Europe Écologie Les Verts. Parmi les candidats verts déjà en lice, Sylvain Pastor et Christophe Cavard. Le choix du candidat risque là encore de faire quelques étincelles. Et une information complémentaire sur la 3e circonscription du Gard. Elle était sous tutelle du bureau national du PS. 2 candidats s'opposaient et c'est Patrice Pratt qui l'emporte avec 456 voix contre 330 pour Alexandre Pissat. Ce dernier conteste le résultat, une situation qui sera tranchée de toute façon avant le 10 décembre. Les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes vont-elles être annulées? Un recours avait été déposé par Henri Douai qui menait la liste CGPME. Il demandait l'invalidation de l'élection du MEDEF, Éric Giraudier. En février dernier, le tribunal administratif avait jugé que la victoire du MEDEF en 2010 était incontestable. Mais hier, en appel à Marseille, le rapporteur public a finalement demandé au juge d'invalider le scrutin. Il n'y a pas eu fraude, mais des électeurs n'auraient pas reçu leur matériel de vote, ce qui aurait faussé les résultats, car l'élection s'est jouée à quelques voix près. Le tribunal tranchera dans 2 semaines. Une alerte à la bombe à la gare SNCF de Montpellier vers 16h cet après-midi. La gare a été évacuée pendant plus d'1 heure. C'est visiblement un appel anonyme qui indiquait qu'un engin explosif avait été placé dans le TGV Montpellier-Rennes qui devait partir à 16h28. Les recherches n'ont finalement rien donné. Le trafic des trains a pu reprendre vers 17h15. Et puis 3 statues d'Éphèbes ont été déboulonnées et dégradées, place de Thessalie, dans le quartier d'Antigone à Montpellier. Ça s'est passé cette nuit. Les statues étaient installées au sommet de la grande fontaine située au milieu de cette place, qui se situe au centre du quartier Antigone. Un triste spectacle découvert ce matin par les riverains et les passants nombreux à cet endroit. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro d'Olivier Brachard. Je trouve que c'est lamentable. C'est une belle fontaine, très appréciée de tout le monde et je suis catastrophée. C'est la 2e fois. Il y avait déjà eu un bras coupé une fois et voilà, je suis un peu atterrée. J'habite sur la plage, j'ai rien entendu. On s'est levé ce matin, j'ai ouvert ma fenêtre et puis grande déception, du vandalisme gratuit. C'est dégueulasse quoi, parce que voilà, c'est pas juste. Encore une fois, nous on va payer tout ça et puis après, on n'a plus rien, on n'aura plus rien. La semaine du handicap se terminait aujourd'hui avec une journée consacrée à la place des handicapés à l'école. Dans l'académie de Montpellier, 8500 enfants handicapés sont actuellement scolarisés. Dans les collèges de l'Hérault, 26 classes spécialisées ont été créées. Reportage dans l'une d'entre elles à Clapier, près de Montpellier, Marlène Mec. C'est la fin de la récréation. Comme tous les collégiens, Mohamed, Fiona et Valentin rejoignent leur classe. Dans ce collège, ils sont 12 élèves scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire, l'ULIS, des ados de 12 à 16 ans et chacun suit un programme personnalisé. Je travaille, comme les autres, mais à niveau plus... on travaille à notre rythme et à notre niveau. J'ai fait trop de progrès et je vais continuer ça tous les jours, jusqu'à la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on va manger au petit déjeuner? Chaussons pommes. Oui, des chaussons, mais qu'est-ce que tu peux manger? Qu'est-ce que vous aimez bien manger dans le bol? Un bol de céréales. Voilà, c'est vraiment une scolarisation à la carte avec des temps en classe, des temps donc à l'ULIS et des temps en rééducation. C'est un projet, c'est un parcours professionnel, un accompagnement, donc que ce soit scolaire, éducatif, aussi social, et en même temps, voilà, avec une visée vers une formation qualifiante pour qu'à la sortie, à 16 ans, ils puissent rentrer dans une formation. Complète le tableau. C'est le cas de Duncan. À presque 16 ans, il va intégrer une des 7 ULIS de lycée du département pour devenir magasinier. J'ai trouvé cette voie, ça me plaît. La logistique, c'est magasinier. Peut-être que je vais travailler à Castorama avec mon papa. Dans la journée, certains élèves suivent des cours dans des classes ordinaires, histoire géo, anglais ou encore arts plastiques. Mais surtout,
tous partagent le quotidien scolaire des autres collégiens. Et là, c'est Thomas qui veille au grain. Évidemment, ça peut susciter parfois des moqueries, où il y a effectivement des difficultés, mais c'est là que j'interviens et c'est là que mon rôle d'AVS justement, c'est d'expliquer qu'ils ne sont pas si différents que ça, qu'ils ont leur vie, ils ont des amis, ils ont une vie sociale. Dans l'Hérault, 3300 enfants vont à l'école, presque comme les autres. Face à la demande, 1 ou 2 nouvelles unités pour l'inclusion scolaire pourraient ouvrir en collège à la rentrée prochaine. Et on ouvre la page sport de ce journal avec un mot de rugby. Après la large victoire du MHR mercredi soir face à Lyon, 30-10, les rugbyman montpelliérains remontent à la 8e place du top 14. Mais ils enchaînent les matchs 3 en 8 jours et dimanche à Biarritz, qui a eu un jour de plus pour récupérer. Le MHR pourrait payer très cher sa fatigue accumulée. Un gros travail de coaching en perspective. On écoute à ce propos Éric Béchu, co-entraîneur du MHR. C'était ce midi au micro de Jean Brun. On va partir avec un groupe très élargi à Biarritz pour attendre le dernier moment pour composer une équipe. Voilà, c'est pas des matchs qui sont joués dans des conditions normales. Et le fait d'avoir gagné à Lyon, c'est terni par le fait qu'on laisse 2 joueurs sur blessure. Les Biarros ont à tout prix besoin de victoire. Ils ont eu très très chaud dans le derby basque. Ils ont gagné à la dernière minute. Ils ont besoin de ces 2 victoires à domicile pour se sortir de la zone rouge. Ils sont comme nous, ils sont dans une situation qui est difficile. Ça s'est bien passé à Lyon, mais peut-être que dimanche soir, on va payer les pots cassés de ces 2 très très bons matchs contre Clermont. Donc on essaie de gérer au mieux possible l'ingérable encore une fois, et voilà, on essaie de faire au mieux, quoi. Et d'autres sportifs de haut niveau ont déjà sans doute payé leur fatigue. Les basketteuses de Latte Montpellier ont chuté hier soir pour la 3e fois en Euroleague à Tarente, en Italie. Les Gazelles ont été menées quasiment de bout en bout par les Italiennes. Score final 65-71. Prochain match de championnat, c'est à domicile dimanche. Le BLMA reçoit Tarbes. À noter que la rencontre a été avancée à 15h pour permettre aux supporters d'enchaîner à 17h15 avec du hand. Car à l'Arena, c'est un choc de Ligue des Champions qui attend le MHB. Défait à Szeged, les Montpelliérains reçoivent les redoutables Allemands de Kiel, l'ancien club de Vít Kaftichnik et bien sûr de Nikola Karabatic, le capitaine montpelliérain. Avait-il coché spécialement cette date sur son agenda? C'est la question qu'Olivier Brachard lui a posée. Non, je n'avais pas coché cette case plus que les autres. Je savais qu'on jouait Kiel, bien sûr, parce que j'avais déjà des demandes de place depuis longtemps de la part de mes potes. Et c'est pour ça que je sais qu'on jouait Kiel maintenant, mais non, pas plus que les autres matchs. Les Allemands, c'est sûr, ont dû faire une priorité de ce rendez-vous, car le 9 octobre dernier, le MHB a réalisé l'exploit de gagner chez le champion d'Europe 2007 et 2010. Un véritable affront pour Kiel, invaincu en Bundesliga cette saison. À Montpellier donc de relever le combat en défense, un secteur défaillant ces derniers temps, mais qui a bien fonctionné mercredi en championnat. Victoire 36-29 à Créteil. On se l'était dit déjà avant Créteil, voilà, qu'il fallait qu'on rehausse un peu le niveau d'intensité en défense, tous ensemble surtout, et pas un après les autres. Donc voilà, je pense qu'on l'a bien fait à Créteil, et voilà, il faut qu'on fasse dans la continuité et qu'on continue de faire monter la sauce là jusqu'à dimanche. Monter en pression, c'est une évidence, car jouer Kiel, c'est être à 100% dans l'agressivité et la concentration. Reste à savoir si le MHB est prêt physiquement pour tenir 60 minutes avec une telle intensité. La question, c'est d'être mieux que l'autre. Donc il faut savoir comment va être Kiel dimanche. Mais nous, on s'est bien préparé. On a eu un petit coup de mou là, il y a une dizaine de jours, et on s'est bien préparé physiquement, mentalement, et j'ai l'impression que l'équipe est opérationnelle. À l'Arena, en Ligue des Champions, Montpellier a déjà perdu 2 fois, et 2 fois face à des équipes allemandes. Voilà, résumé complet dans nos éditions de lundi. Et puis, petit rappel de football, le MHSC, nouveau leader de Ligue 1, reçoit Lorient ce samedi, 19h à la Mosson. Les footballeurs montpelliérains ne vont rien lâcher. Ils présentent de sérieux atouts, comme évidemment Olivier Giroud, meilleur buteur du championnat. Il en a mis 3 à Sochaux le week-end dernier. Et on parle voile à présent quand des élèves de CM2 gardois s'intéressent à un skipper nîmois en suivant sa traversée de l'Atlantique. Ça donne une belle aventure partagée à travers un projet pédagogique passionnant. Explication, Olivier Michel. Il s'appelle Rémi Fermin, est un skipper gardois et vient de participer à la Transat Charente-Maritime-Bahia qui l'a mené de La Rochelle à Salvador de Bahia au Brésil.
Une course en solitaire, ou presque, puisqu'une trentaine de paires d'yeux de l'école Léo Rousson, sélectionnés sur dossier, a suivi son périple. Objectif de ce partenariat mis en place par la métropole nîmoise, monter un véritable projet pédagogique autour de l'aventure de Rémi et transmettre les valeurs du sport à des élèves déjà méritants. On s'est rendu compte qu'il y avait un travail d'équipe énorme qui avait été fourni et ça, je crois que dans le sport, la valeur d'équipe et de jeu en équipe est importante. On a fait d'abord donc des leçons de géographie avec vidéoprojecteur qui permettaient de voir les cartes maritimes et de, pas chaque jour, mais assez régulièrement voir la position de Rémi. Donc évidemment un attrait bien plus important pour les élèves. Et puis ensuite, on a fait beaucoup de travail autour de... J'allais dire presque des ateliers de philosophie, à se dire être seul au milieu de l'océan, comme ça, sans aide, voilà, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'on peut ressentir, et eux essayer de se mettre à la place de Rémi. C'était assez intéressant les productions d'écrits qu'on a eues. Accueilli en véritable héros après 32 jours de mer et de galère avec un dématage, le skipper gardois a été assailli de questions. Avez-vous fait de mauvaises rencontres comme les requins ou d'agréables rencontres comme les dauphins? Non, en fait, des requins, on n'en voit quasiment pas. Ils restent sous l'eau, on les voit jamais apparaître. Par contre, on voit beaucoup de dauphins, ouais. Un jeu de questions-réponses qui a permis à un Rémi Fermin réservé de conter son aventure. Une aventure dans laquelle les enfants ont eux aussi joué un rôle. J'ai ressenti vraiment un soutien moral pendant les phases les plus difficiles finalement de la course. Surtout après avoir dématé où il a fallu tenir 10 jours quasiment hors course. Là, ça m'a bien aidé de savoir que des enfants me suivaient au jour le jour. Et voilà, je l'ai ressenti et ça m'a bien aidé effectivement. Ouais. Si l'aventure est bien finie pour le navigateur, elle va en revanche se poursuivre pour les élèves, avec lundi la visite du Salon Nautique à Paris en présence de leur navigateur préféré, de quoi confirmer la naissance de vocations. Pourriez-vous construire un bateau pour nous de 30 places? On irait bien faire un petit tour avec vous en mer. Voilà, une belle aventure et on termine ce journal par du flamenco avec l'événement qui s'annonce, le prestigieux Festival de Nîmes. C'est un théâtre et toute une ville qui vont vibrer et devenir le centre du monde flamenco du 9 au 21 janvier 2012. On écoute le directeur du théâtre de Nîmes au micro de Franck Chassagnon. Là, on est arrivé à un stade où effectivement c'est devenu un événement incontournable du flamenco dans le monde. Pas seulement parce que nous on l'a décidé, c'est aussi parce que les artistes nous le disent. Les artistes veulent être présents, veulent participer au Festival de Nîmes. Un festival, c'est le moment évidemment de présenter les grands artistes très installés, très reconnus, mais aussi c'est le moment ou jamais de montrer qu'il peut y avoir d'autres choses, d'autres formes, de nouvelles formes. Et le hip-hop, le slam qui arrive dans le flamenco, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il y a quelque chose. Ce sera l'occasion de voir que le flamenco est vivant. Il est vivant, il continue à œuvrer pour l'avenir et à progresser et à voir et à rencontrer et ne pas être fermé à la rencontre à d'autres formes artistiques. Et la semaine prochaine, le flamenco est à l'honneur sur TV Sud avec dans le journal une série de reportages réalisés par le chanceux Nicolas Pinchino qui est parti passer quelques jours dans le temple du flamenco à Séville à découvrir absolument. Et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas le Téléthon 36-37. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 12h30. Le journal sera présenté par Marlène Mec. Passez un excellent week-end sur TV Sud.